De retour à Entreville et Monde avec nos deux invités, Marcel Paré et Réal Caron du Mouvement pour une ville zéro déchet. Puis comme on parlait avant la pause, ça peut être un défi pour les citoyens de réduire leur production de déchets. Et souvent, on se sent un peu, je dirais pas impuissant, mais on a un rôle peut-être plus diminué à jouer que les autres grands joueurs qui sont les industriels et les gouvernements aussi qui peuvent nous aider à réduire nos déchets. Comment vous réagissez à ça? Bien, effectivement, là, même notre conversation nous portait beaucoup sur les citoyens qui, dans l'agglomération de Québec, là, le Grand Québec avec la côte de Beaupré, l'île d'Orléans, les citoyens, ça représente 30% des matières générées en matière résiduelle. Oh mon Dieu, seulement 30%. On est nombreux, c'est 30%. Les industries, commerces et... À Québec, ça? Oui, à Québec, dans les industries... Parce qu'on n'est pas une ville très industrielle, là, donc c'est surprenant quand même. Mais les industries, commerces et les institutions, ouais. Plus le glorieux secteur de la construction, rénovation, démolition, représente 70% des matières générées. Donc, c'est les gros joueurs, les chiffres sont là. Quand on regarde là, les programmes là, de gestion des matières résiduelles, les chiffres sont là, mais le discours, souvent, des instances politiques, met le focus presque tout le temps sur les citoyens. Le geste citoyen, le bon geste, où ça va, tout ça, oui. C'est pas à négliger, c'est présent, mais les actions publiques, en tout cas, prennent beaucoup moins en compte là, l'œuvre des gros producteurs de matières résiduelles. Là. Et ça, c'est questionnable. Tu sais, comme tu regardes un chantier de construction, de quoi ça a l'air, là, hein, entre nous, là, de quoi ça a l'air, les conteneurs, là, de briques, de bois. C'est le bordel dans le conteneur. Donc, il n'y a rien de récupérable. Là. C'est jeté pêle-mêle, puis c'est enfoui, on ne sait pas où, puis tout ça. Il y a une supposée valorisation, parce que tout est grené, puis c'est envoyé pour faire du recouvrement dans les lieux d'enfouissement technique, tout ça. Il y a peu d'initiatives et peu de contraintes, puis peu de... Puis les institutions, ça commence à peine, là, les services publics demander aux écoles, aux hôpitaux. Marcel aurait des exemples intéressants. C'est quoi l'effort? Les commerces, tout ça. Donc, la ville offre de l'accompagnement, mais... devant les masses de déchets, tu vas accompagner combien de temps avant, éventuellement, d'aller vers un peu d'éco-fiscalité, parce que souvent, c'est money talk. Ouais. Il faut demander à une entreprise de prendre une décision qui va leur coûter de l'argent. Ils vont toujours prendre la décision qui coûte Mais il peut y avoir cher. les bonus-malus. Ça veut dire que tu peux donner des incitatifs financiers aux gens qui ont au commerce, qui ont des comportements, des bons comportements, de toute façon qui sont payants collectivement, et taxer un peu les mauvais joueurs. Payer pour jeter de la poubelle. Oui. Ça dans plusieurs villes à Toronto, on fait ça. Oui. Il faut payer, il faut acheter les sacs de poubelle, comme même dans une résidence. Donc, je ne sais pas combien ça coûte, mais chaque fois qu'on jette un sac de poubelle, ça coûte de l'argent. Donc, juste ça crée un genre d'incitatif de jeter moins. Oui, il y a des tas d'exemples. Il y a San Francisco a initié cette idée du mouvement Ville zéro déchet. Elle l'a fait aussi avec ses entrepreneurs. Puis elle a pris 1 an et demi, je crois, à faire de l'éducation pour les entrepreneurs. Puis elle a sorti une règle que M. Lincoln avait déjà citée. Une bonne parole, c'est bon. Puis une bonne parole et un gros bâton, c'est mieux. Fait que, donc, à un moment donné, elle est allée vers le bonus-malus. Là. Elle a dit, elle a encouragé les gens, elle les a accompagnés, les a assistés dans une démarche. Seattle a fait la même chose. Puis pourtant, Dieu sait que le monde américain est supposément un monde qui se veut libre et chacun fait ses choses. Enfin, c'est une prétention. Ouais. Mais eux réalisent aussi que ça a des coûts. Parce que ce que il y a quelque part, quelqu'un paye.
Et puis c'est notre société qui assume les coûts quand ils ne sont pas assumés par les entrepreneurs. Là, on a commencé à faire des producteurs responsables, qui doivent assumer les frais lorsqu'ils mettent en marché quelque chose, ils doivent en assumer les frais, puis ils trouvent que ça coûte cher. Fait que c'est le premier réflexe, c'est trop dispendieux, mais ils l'ont fait pendant des années, ça ne leur a rien coûté. Fait que, donc, on commence à réfléchir autrement comme société, puis c'est une bonne chose, parce qu'il faut parvenir à réduire les déchets. Tu sais, la planète, c'est pas un dépotoir. Et puis, beaucoup pour nous, ici, à la Ville de Québec, on ne le réalise pas, mais c'est notre ciel qui est le dépotoir. Et ça, c'est des risques. Ça a un impact en gaz à effet de serre, ça a un impact au niveau sanitaire, ça a des coûts environnementaux conséquents. Donc, des coûts financiers. Des coûts financiers pour la ville. Oui. Une tonne qui est brûlée à l'incinérateur, c'est 163 $, puis ça va monter dans le prochain budget. 163 $ par tonne de par déchets. tonne éliminé. Ça coûte, c'est la ville qui assume, oui, puis ils en ont brûlé 200 quelques mille tonnes l'an dernier. Fait que sortez votre calculatrice. Répétez ça, on a brûlé 224, je crois. 224 000 tonnes. OK, ouais, je peux pas faire le calcul tout de suite, mais là, on monte dans les millions. Dans les dizaines de millions. Ouais. Donc, c'est des factures qui peuvent réduire la ville. Elle peut mettre en place de réels moyens de réduction de cette dépense-là. Est-ce qu'elle au lieu de dire on va réduire ce qui rentre dans l'incinérateur, elle dit on va essayer de vendre les déchets qu'on produit par l'incinération, puis on va vendre entre autres la vapeur, qui est aussi une forme de déchet. Okay. Mais est-ce qu'on prend le problème de la bonne façon? Est-ce qu'on résout les problèmes environnementaux que ça implique? Est-ce qu'on résout les problèmes sanitaires que ça crée? Donc, vous aimeriez ça que la Ville ait plus de leadership en cette matière-là pour vraiment tendre, comme vous disiez, vers le zéro déchet. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? D'abord, savoir ce qu'elle brûle. OK. C'est assez le nombre de camions de vidange qui rentrent dans l'incinérateur. Mais puis c'est une obligation qu'elle a depuis début des années 2000. En fait, c'est une recommandation du Conseil canadien du ministre de l'Environnement. Ils appellent ça la caractérisation. C'est-à-dire, on identifie les matières qui rentrent dans l'incinérateur à des fins simples. C'est de savoir, est-ce qu'on peut prendre une partie de ces matières-là et les remettre dans un circuit économique? Donc, la règle est de dire tout ce qui peut aller vers un circuit économique doit aller vers un circuit économique. Nous, c'est ce que nous on dit. Puis, ce que dit le Conseil canadien du ministre de l'Environnement, ce qu'on dit en Suisse, c'est ce qu'ils veulent faire parce qu'eux aussi considèrent que c'est des ressources, c'est des énergies qu'on peut protéger de cette façon-là. Ce que dit San Francisco, ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, puis c'est nous qui sommes les utopistes à la ville. Puis, vous dites que ça pourrait être rentable qu'elle investit des ressources pour identifier ces déchets et les réutiliser intelligemment, là. C'est au moins une obligation. OK. Lorsqu'ils ont eu le certificat pour faire fonctionner l'incinérateur, ils étaient tenus à la caractérisation. OK. Demandez-leur où elle est, votre caractérisation. Sortez-la, là, qu'on voit ce qu'il y a là-dedans. Ils vont peut-être vous dire qu'ils ont oublié de le faire. Donc, ça demande des ressources. Probablement que c'est pour ça qu'elle tourne le dos à cette idée-là. Ou... Il n'y a personne qui les surveille. Puis il n'y a personne qui lui pose des questions. Donc, c'est comme quelqu'un qui fait la cuisine, puis personne ne vient inspecter sa cuisine. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir de la négligence. Mais c'est une règle de base. Là. Donc, c'est une fausse bonne solution, là, l'incinérateur. L'incinérateur, c'est la pire des solutions. Ah, mais pourquoi on l'a choisi? On l'a choisi, cette solution-là, il y a une centaine d'années. 100 ans, mon Dieu! C'est en 1925 environ. Puis les deux premiers incinérateurs ont été installés à Pointe-aux-Lièvres. Puis actuellement, là, c'est pour ça qu'il y a un si beau parc. C'est tellement contaminé, ces terrains-là, qu'ils ne peuvent plus bâtir là-dessus. OK. Donc, on a fait un parc à chiens, on a fait des glissades, mais on a surélevé tous ces terrains-là parce qu'ils ne pouvaient pas creuser à l'intérieur du sol, parce que ça va lui coûter, je ne dirais pas l'expression qui m'est venue en tête, mais ça va lui coûter très cher. Donc, c'est inexploitable, ce terrain-là, maintenant, parce que trop contaminé.
Puis, autour de l'incinérateur, qu'est-ce qu'il y a autour? On ne le sait pas vraiment aussi actuellement. Celui-là, il est installé en 1960, pensé en 1960, puis bâti au début des années 70. Ah, mon Dieu. Puis, ce type d'incinérateur-là, en Europe, on les détruit. Et on en bâtit de neuf. C'est au cours de la ville aussi, c'est ça qui est hallucinant. On promène à Limoilou, puis il y a l'incinérateur C'est là. hein? Oui. Là. Puis ça brûle la poubelle la journée longue. On le voit de Ouais. partout. Hein? 365 jours année, 24 heures par jour. Ouais. Constamment. Constamment. 4 fours. Donc, un peu Ouais. 4 incinérateurs. Et vous dites Ah, qu'on ouais. n'a aucune idée, qu'ils ils font pas de. Ils savent pas qu'est-ce qu'on brûle. Il n'y a pas de Ben, en fait, surveillance de. le système, tout ce qui est mis sur le bord de la rue, on le met dans un camion. Oui. Ensuite, on envoie ça dans une fosse. Puis ensuite, il y a les grappins de 10 tonnes qui mettent ça dans des fours. Ouais. OK? Donc, il n'y a personne qui est capable de savoir ce qu'il y a là-dedans. Là. Un coup, ils ont même brûlé une baignoire en fonte. Enfin, ils ont essayé. Un quoi? Pas Une baignoire en fonte. Quelqu'un avait réussi à la mettre dans un bac, puis Ok, il s'est enlevé dans un camion. Ouais. Puis là, les employés de la ville ont été obligés de descendre avec des chalumeaux, découper la baignoire, puis ils l'ont laissé passer dans les fours. Elle n'a pas plus brûlé, là, mais sauf qu'elle passait dans la trappe. Là. On dirait une vision d'un monde un peu apocalyptique, là, Ouais, où que exact. tous les déchets de la ville vont là, puis sont brûlés, puis après on les respire. C'est comme ça, vous le sentez? Vous êtes très Vous le sensibilisé, sentez. là. Comment que... Ben oui, vraiment. Il y a le nombre de fois où la ville a dérogé aux normes, au règlement et au seuil d'émission, là, c'est considérable. Pendant 10 ans, ils ont eu des amendes maximales du ministère de l'Environnement parce qu'ils dérogeaient. 10 ans en ligne. Les amendes maximales, c'était 10 000 C'est ce qu'il y a une raison d'arrêter. C'est pas trop pire, ouais. Quand vous disiez tout à l'heure le coût que ça représente de juste opérer l'incinérateur, 10 000 c'est rien, là. Ouais. Et puis la dernière fois qu'ils ont dépassé, c'était la 3e fois qu'il y avait des dépassements d'arsenic. Ah, mon Dieu. Puis ils dépassaient de 6 fois les seuils recommandés du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. La Ville a trouvé une solution. Elle voulait, à un moment donné, parce que j'étais dans un comité qui surveille l'incinérateur à ce moment-là, il avait suggéré d'enlever les seuils du Canadien des ministres de l'Environnement. Comme ça, il n'y aurait certainement pas eu d'inquiétude. Il n'aurait pas Ah, c'est une solution. C'est le fun de parler de solution. J'aime ça. On enlève les seuils. Mais cette actuelle administration est peut-être un peu plus responsable. Ils Oui. font, ce que je parle, c'est d'une administration il y a quelques années, là. Mais cette actuelle administration, elle essaie. Mais vous savez, ils ont mis des gens très intelligents pour essayer de trouver des solutions à l'incinération. Nous, on sait qu'il n'y en a pas. Puis ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. On n'évalue qu'une toute petite partie des émissions. Il y a des tas d'émissions qui sont toxiques pour l'environnement, puis on n'a pas la capacité scientifique actuelle d'évaluer l'impact sanitaire. Les détecter. Oui, puis juste de mémoire, certains s'en rappellent peut-être, un temps on brûlait des BPC, puis on a découvert, oups, mon Dieu, c'est l'enfer ça. Puis là, on a arrêté de produire les BPC parce que c'était trop toxique pour l'environnement, mais on les a utilisés des années et des années, puis l'impact se fait encore sentir aujourd'hui. Puis dans la chimie industrielle, dans ce qu'on met en marché l'industrie, il y a beaucoup de choses qui sont... les particules fines, ultra fines, qu'on appelle les... qu'on ne peut pas évaluer. C'est tout le temps qu'on avait, mais si j'ai bien compris votre propos aussi, c'est de mieux recycler, donc privilégier la collecte sélective. Réduire à la source. Réduire à la source, Refuser. toujours. Refuser. Là, les 5 heures, je vous ai pas Ouais. écouté, mon Dieu, il va falloir vous réinviter.